disclaimer important. Tout ce que moi je dis à travers le livre ou à travers ce webinaire, c'est moi personnellement. OK? Ce n'est pas la voix de Vauban qui parle. Donc, il faut dissocier mon employeur de l'employé en tant que tel. Toute la trame de ce que je vais présenter, que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est reliée à une et une seule idée, qui est que je suis intimement persuadé que rendu en 2025, on doit repenser notre fiscalité, au Québec comme au Canada, comme ailleurs dans le monde d'ailleurs. Repenser une fiscalité face à une économie qui est devenue maintenant quasiment que numérique, donc basée sur la donnée. Donc, avant ça, je vais me présenter quand même. Donc, Stéphane Ricoul, je suis quelqu'un, comme le disait Alain, de motivé par l'économie numérique. Je cherche en permanence à comprendre les impacts de cette économie-là sur notre société, qu'elle soit civile ou civique, peu importe. Mon idéal entre vous et moi serait qu'on puisse vivre dans une société numérique qui soit indépendante, qui soit aussi riche que respectueuse de l'humain puis de la planète sur laquelle on vit, bien évidemment. Dans la vie de tous les jours, je gagne ma vie grâce à Vuban, qui est la plus grande firme privée au Canada en intelligence artificielle. Je suis également chroniqueur à temps perdu dans le balado Mon carnet de Bruno Guglielminetti à toutes les semaines, puis à temps encore un peu plus perdu dans l'émission À vos affaires avec Pierre-Olivier Zappa sur LCN, qui me demande de commenter l'actualité en intelligence artificielle, puis Dieu sait que à chaque jour une nouveauté, donc je pourrais être quasiment tous les jours sur son plateau. Oui, je suis l'auteur du livre Vos clics, leur cash. Je l'ai écrit, ce livre, pour brasser la cage de nos législateurs, pour surtout partir un débat d'idées, pour faire en sorte que les économistes et les fiscalistes s'emparent de cette idée-là centrale et la poussent beaucoup plus loin jusqu'à l'appliquer éventuellement. Euh, bon, j'ai pas eu de succès encore à date, mais j'ai eu des critiques d'économistes, qu'elles soient négatives ou positives, peu importe, les critiques, c'est toujours bon et l'idée chemine tranquillement pas vite. Moi, je continue à marteler mon message car les impacts sont aujourd'hui beaucoup trop importants, on le voit, puis je vais passer de toute façon au travers. Puis quand on parle d'impact, ben, il y a les impacts que les médias relaient, que vous connaissez forcément, puis il y a les impacts dont on parle que très peu, voire pas du tout. Donc on va commencer par les premiers, là, les impacts que les médias relaient. Euh, excusez, j'y arrive. Donc, au Québec, l'économie numérique représente environ 5% des effets de gaz à effet de serre, donc les fameux GES, avec une projection mondiale qui risque d'atteindre les 16% d'ici 2040. Aucune surprise pour personne, je sais que les médias en parlent beaucoup, l'impact environnemental du numérique commence à être sérieusement bien documenté chez nous, tout comme l'impact au niveau mondial, puisque la fabrication et l'utilisation des infrastructures numériques consomment près de 5% de l'électricité mondiale. Puis la fabrication représente 45% de cette consommation. Là non plus, aucune surprise, puisque l'intelligence artificielle fait face tous les jours aux manchettes des journaux. Et on sait que les centres de données, notamment, contribuent désormais à près de la moitié de l'empreinte carbone du secteur numérique. Ça, c'est des chiffres que vous connaissez déjà, puis on va y aller sur des faits que vous connaissez également déjà, comme quoi si la valorisation des données facilite l'innovation ou la création d'emplois ou l'amélioration des services, la surconsommation numérique que l'on fait à tous les jours quant à elle, pose de sérieux défis qui soient sociaux, comme l'addiction, par exemple, ou l'isolement, ou la fracture numérique, ou l'exploitation de travailleurs dans certains pays. L'inclusion numérique, la gestion responsable des données peuvent aussi limiter, dans certains cas, ces impacts négatifs, mais la fabrication des appareils, en revanche, implique souvent des conditions de travail difficiles pour des ouvriers, puis une exposition à des produits dangereux. Puis entre vous et moi, rendu en 2025, on devrait avoir compris que les stratégies de valorisation des données, qui devraient placer l'humain et les valeurs collectives au centre en intégrant des démarches d'éthique, de responsabilité sociale et de transition technologique, ben, ces valeurs-là, ces stratégies de valorisation, ben, c'est pas le cas aujourd'hui. Elles n'incluent pas ça. Donc, si tout ça a rien de nouveau pour vous, qu'on a déjà entendu ça à maintes et maintes reprises, qu'on en est parfaitement conscient, ben, j'aimerais quand même vous dire que l'histoire non plus n'est pas nouvelle. Or,
Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont voués à la répéter. Puis on le dit souvent, hein, que l'histoire, c'est juste une question de répétition. Puis cette phrase-là que vous voyez à l'écran, ben, c'est le fil rouge de notre société. On s'est bâti sur cette phrase-là. C'est également le fil rouge de mon livre. Cette phrase-là, on la doit au philosophe, vous le marquez, vous le voyez en bas, là, George Santayana. Puis ce que j'exprime dans mon livre, c'est que de l'Antiquité à aujourd'hui, les États se sont toujours comportés de la même façon. De l'Antiquité à aujourd'hui, l'innovation technologique s'est toujours comportée de la même façon. Il y avait de l'innovation technologique en Antiquité, là. C'est pas la même définition qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même. La réelle menace aujourd'hui, c'est le changement de comportement de notre société, qui se traduit à présent par la prise de pouvoir étatique, non pas par les États, mais à travers l'innovation technologique, donc à travers ceux qui la créent. On le voit, on l'a vu, quand un président des États-Unis invite à sa table pour un souper des CEO, des géants du numérique et non pas des chefs d'État étrangers, ça parle énormément. Maintenant, si on regarde l'histoire par le prisme des technologies, on comprend que cette histoire-là s'est toujours bâtie autour de grandes ruptures. L'idée ici, c'est, bon, certainement pas de vous faire un cours sur l'histoire des technologies, j'en serais bien évidemment bien incapable, mais nous avons dans notre histoire récente des grands classiques à présent. Euh, L'arrivée de l'électricité, par exemple, qui a provoqué des bouleversements sociaux et économiques importants, des nouvelles habitudes à prendre, à la maison comme à l'usine, des nouvelles ambitions de croissance pour les entreprises qui venaient avec ces nouvelles capacités de production. Tout ça doit vous sonner une cloche quand je parle d'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui. Mais c'est aussi venu avec des disparitions de métiers, des créations d'autres. Hein. Les allumeurs, éteigneurs des lampadaires dans les rues qu'on cite souvent, ben, il n'y en a plus aujourd'hui. Tout est fait avec l'électricité. Puis c'est venu aussi avec des nouvelles législations obligatoires pour protéger le citoyen, le travailleur et l'employeur. Même chose pour l'ordinateur personnel, des nouveaux usages, des nouveaux métiers, des nouvelles ambitions, des nouveaux cadres juridiques. L'arrivée d'Internet, ça a bouleversé ça, ça a été profond comme bouleversement. Les règles ont changé, la société a évolué. À à chaque fois, c'est la même histoire qui se répète. On a dû créer de nouvelles règles, puis une nouvelle fiscalité. Mais j'espère que ça va fonctionner. Ouais. Euh, Ça a été sur 50 ans pour l'électricité, sur 20-25 ans pour l'ordinateur personnel et sur 15 ans pour Internet. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est sur 2 ans. Il y a eu une démocratisation qui s'est faite à une vitesse fulgurante. On évoque de façon reconnue et acceptée que c'est né en 2023, notamment l'intelligence artificielle générative. C'est ce qu'on appelle la fameuse accélération numérique. Mais cette fois-ci, les États n'ont pas eu un temps suffisant pour prendre du recul et pour écrire des nouvelles règles de gouvernance, des nouvelles règles fiscales. Alors, ils tentent d'adapter nos États, de moderniser les règles qu'ils ont à leur disposition, les lois qu'ils ont sous la main, en sachant très bien que c'est insuffisant, là, ils sont pas dupes, mais ils sont pris de vitesse, puis ils ont comme pas d'autre choix, selon eux. Et c'est là où moi, j'arrive, puis je dis, ben, moi, je pense qu'ils ont d'autres choix. Il y en a d'autres, puis c'est ceux que j'évoque dans mon livre. Donc, je me permets de me poser la question, cette fameuse question qui tue, là, c'est comment inventer un cadre fiscal capable de suivre la vitesse du numérique et de redistribuer équitablement la valeur créée par nos données, parce que c'est vraiment de ça dont il est question, cette création de valeur. Et en plus de comment inventer ce cadre fiscal, je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question de pourquoi doit-on l'inventer. Je vous donne un exemple frappant qui va juste illustrer le pourquoi. Tout simplement parce que, exemple, en 2023, Meta a déclaré plus de 130 milliards US de revenus, mais moins de 1% de ses profits imposés au Canada. Je vous pose la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable du point de vue d'une société? Est-ce que toute la valeur captée par Meta avec nos données de citoyens canadiens, qui n'est en aucun cas redistribuée, est-ce que c'est normal? Et ça, tout ça, ça nous dit quoi? Ben, ça nous dit que les géants du numérique captent tout au passage. Pour eux, chaque clic, chaque donnée personnelle
est synonyme de revenus colossaux. Je vous rappelle ici le titre de mon livre. Vos clics, leur cash. Et comme nos États n'ont pas vu cela venir assez rapidement, ben, très vite, ces géants du numérique ont connu ont mis en place des subterfuges pour contourner la fiscalité en place. Super facile pour eux. Puis ça passait souvent par l'Irlande, même si les fameux Double Irish puis Dutch Sandwich, là, les règles fiscales qui avaient été mis en place pour les géants du numérique, se sont éteintes officiellement le 1er janvier 2020. Je vous donne un autre exemple très parlant. En 2014, l'Union européenne a jugé illégales les aides d'État accordées par l'Irlande à Apple, puis a ordonné la récupération de 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros. La Commission avait documenté à l'époque un taux effectif, un taux d'imposition effectif pour Apple, imaginez là, asseyez-vous, de 0,005% en 2014. L'Irlande aujourd'hui reste un hub majeur pour les géants du numérique, les géants de la technologie, grâce à un taux, pardon, grâce à un taux nominal relativement bas de 12,5%, même si elle s'est maintenant alignée d'un point de vue du cadre fiscal sur l'OCDE. Bon, résultat des courses. Nos vies, à vous, à moi, nos entreprises, sont devenues un véritable marché pour les géants du numérique. Et nous autres, en tant que société, on n'en retire que très peu de bénéfices face à la valeur générée pour eux. Et on reste bien souvent les bras croisés, alors que l'on sait très bien que 22% du commerce mondial, c'est-à-dire tous les échanges commerciaux confondus sur la planète, seront numériques d'ici 2030. 22%, c'est quand même énorme. On sait très bien que 76% des Américains, pourtant, jugent les géants du numérique trop puissants, que leur influence fragilise la démocratie. Juste à penser, quelques années maintenant, au scandale Cambridge Analytica. Et qu'en plus de contourner les règles fiscales, il se joue des lois qui sont en place, comme C-18 ici au Canada, la loi pour les médias. Meta a dit, bon, vous savez quoi? Moi, je boycotte les médias sur ma plateforme. Je le répète, nos vies sont devenues un véritable marché pour eux et nous, on n'en retire que très peu de bénéfices en regard à la valeur que eux génèrent. Alors, selon mon opinion personnelle, la solution passe effectivement par l'impôt, mais pas celui sur le revenu ou celui sur le profit. Celui-ci, il nous échappe complètement, on le voit avec l'économie numérique. Je pense plutôt à un impôt qui porterait sur la donnée, un impôt qui reste à être inventé, à défaut de répéter l'histoire justement. Et si vous me permettez, j'aimerais faire ici un petit retour justement sur l'histoire de l'impôt parce que il y a quand même une idée logique en arrière de ça. L'impôt a toujours été un fil d'Ariane pour la civilisation, un outil pour ne pas perdre notre chemin dans le labyrinthe de la société. Si on regarde l'histoire, celle-ci nous montre que la fiscalité s'est toujours adaptée aux révolutions. Puis au passage, avant d'écrire mon livre, je me suis quand même tapé la lecture d'une brique épaisse comme ça, d'un livre qui s'appelle L'histoire mondiale de l'impôt dans l'Antiquité à aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça excessivement intéressant, cette histoire de l'impôt, parce que je faisais énormément de liens avec ce que l'on vit aujourd'hui face aux géants du numérique. Donc, si on regarde l'histoire de l'impôt, euh, l'histoire nous montre que la fiscalité s'est toujours adaptée aux révolutions. Il n'y a pas eu d'exceptions vraiment qui ont existé. Donc, la seule question qu'il faut vraiment se poser pour le reste du 21e siècle dans lequel on est, c'est de savoir combien de temps il faudra aux États pour rattraper la révolution numérique, parce qu'on parle vraiment de révolution numérique. Entendez-moi bien, ils la voient, nos États, cette révolution, ils l'anticipent, ils voient les effets de cette révolution, ils les mesurent, OK? Mais c'est comme si c'était une patate chaude dans leurs mains, ils jonglent avec ça, ils sont en train de se brûler ou ils ont peur de se brûler, puis à chaque fois, peu importe l'initiative, on revient à la case départ. Les géants du numérique l'emportent face aux États. Pensez à la taxe sur les services numériques que notre Premier ministre vient d'abolir parce que, il y a un monsieur Orange qui a décidé d'augmenter de nouveau la taxation sur les exportations. Bon, donc merci d'ailleurs à ce monsieur Orange qui fait que mon livre a encore un peu plus de poids. Donc pourtant, dans le passé, l'histoire montre que les États ou les royaumes à l'époque avaient le contrôle.
Dans l'Antiquité, pardon, les premières formes d'impôts sont apparues avec la sédentarisation et le commerce. L'impôt servait à financer, vous savez quoi? Les armées et les infrastructures des cités, des villes. Et déjà, les cités-États, parce que c'est de ça dont on parlait à l'époque, se disputaient le pouvoir et utilisaient l'impôt comme un levier de domination. Aujourd'hui, ce levier de domination, c'est la data, la donnée. Au Moyen Âge, les paysans versaient un tribut en échange de la protection des seigneurs. Mais désolé de vous dire ça, mais les plateformes numériques qu'on affectionne tant aujourd'hui sont pour moi ces nouveaux seigneurs. En échange de la protection qu'elles nous offrent, sécurité, accès aux services, etc., on leur fournit nos données personnelles. À chaque étape de l'histoire, l'impôt a pourtant été le ciment qui tenait la société ensemble. J'aurais pu citer aussi l'époque de la Renaissance, durant laquelle la centralisation fiscale servait à affermir le pouvoir, ni plus ni moins que cette volonté aujourd'hui des États modernes à reprendre le contrôle sur les géants du numérique. Tout comme les cités de dans le temps, qui ont été fragilisées par une collecte d'impôts défaillante, nos sociétés numériques risquent de vaciller si les données que je considère comme notre nouvel impôt ne sont pas bien encadrées. Et ces données, les géants du numérique les aspirent à grands coups de téraoctets. C'est pourquoi je, je les considère personnellement comme les nouveaux États. Puis je vous lance une idée, juste comme ça, encore une fois, entre vous et moi. En 1692, la Land Tax en Angleterre servait à financer les guerres. Pourquoi aujourd'hui on ne financerait pas notre souveraineté numérique, souveraineté des données, notre certaine formule d'indépendance face aux géants du numérique avec une taxe sur les données? Pourquoi pas? Maintenant, si vous vous dites que l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, c'est bien gentil tout ça, mais ça remonte à trop loin et que rien n'est pareil aujourd'hui, laissez-moi dans ce cas vous parler de la révolution industrielle et du XXe siècle. Au XIXe siècle, la révolution industrielle a amené l'impôt moderne sur le revenu que vous connaissez, l'impôt moderne sur les sociétés qu'on connaît. Tout ça pour encadrer des nouvelles formes de richesse. Comme aujourd'hui, l'État avait dû créer des règles inédites pour une économie qui était radicalement différente par rapport au siècle passé. Et si on avance encore dans le temps, la révolution industrielle et le 19e siècle, on arrive au 20e siècle. Et c'est là que se sont mises en place les plus grandes bases fiscales qui structurent encore aujourd'hui nos systèmes. Autrement dit, au XXe siècle, on a créé des outils puissants qui ont super bien fonctionné, mais qui étaient pensés pour une économie de biens matériels, une économie de transactions physiques, de frontières qui étaient super claires. Aujourd'hui, avec le numérique et la donnée, ces outils ne fonctionnent plus, ils ne sont pas suffisants. Si à chaque fois, euh, si à chaque fois, excusez, juste un instant, petit problème technique. Bon, petit problème technique. Je viens de perdre moi mon écran. Je reviens. Excusez, on va y arriver. Vous voyez toujours mon écran, hein? Oui, Parfait. oui. Donc, ce que je disais, euh, si à chaque fois la fiscalité s'est adaptée au nouveau modèle économique, que chaque révolution a forcé une réinvention fiscale, ben pourquoi on ferait pas ça aujourd'hui? Pourquoi pas cibler les géants du numérique pour financer notre société numérique, mais sur une base nouvelle? C'est la question que je me suis posée pour écrire ce livre, car entre vous et moi, la fiscalité actuelle est tout simplement brisée. Elle repose sur des assiettes fiscales qui sont totalement obsolètes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, il faut penser de façon totalement différente. C'est le mot disrupter, là, est très, très à la mode. Pourquoi? Parce que les géants du numérique ont disrupté notre économie. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on doit disrupter notre fiscalité. Faut pas avoir peur, faut aller de l'avant avec ça. Puis il faut absolument comprendre que la valeur n'est plus créée dans un
territoire précis, ou dans une usine, ou même dans un bureau. La valeur, elle circule désormais virtuellement. Elle se déplace à la vitesse, des câbles sous-marins. Elle traverse des serveurs qui sont installés partout dans le monde. Et ça, c'est une faille énorme pour nos systèmes fiscaux qui reposent sur encore la présence physique, sur le lieu d'établissement, sur les bénéfices comptables déclarés localement. Comme je le disais tantôt, l'Irlande est encore aujourd'hui la plaque tournante fiscale des géants du numérique. Je vous donne quelques chiffres, si vous voulez. Par rapport à l'Irlande, notamment en 2022, l'Irlande affichait 194 milliards de dollars d'excédent, juste dans les services informatiques. C'est quand même 35% de son PIB. Et c'est largement lié à la localisation comptable des profits, justement, la localisation physique. 10 entreprises seulement assurent aujourd'hui plus de 50% de l'impôt sur les sociétés en Irlande. Et, aux surprises, dans ces 10 sociétés-là, elles sont principalement américaines et dans la tech. En 2024, l'an passé, Dublin a perçu plus de 28 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés, soit 29%, quasiment un tiers de ses dettes, de ses recettes publiques. Et pour finir, sur les chiffres qui frappent, là, les actifs incorporels enregistrés dans le pays ont triplé entre 2014 et 2021 et frôlent aujourd'hui les 1000 milliards de dollars. C'est des chiffres impressionnants et ça prouve surtout que le système fiscal international du XXe siècle peine à encadrer l'économie numérique du XXIe. Les géants du numérique réinventent l'économie avec des logiques fondées sur la donnée, sur des flux dématérialisés, sur des actifs incorporels. Alors bien sûr, il y a des tentatives, comme j'en ai parlé tantôt, des tentatives sur les taxes numériques, que tout le monde a laissé tomber, des tentatives avec la loi C18, etc., etc. Mais entre vous et moi, encore une fois, sont des rustines qu'on applique sur un système complètement percé, complètement cassé. La fiscalité actuelle n'est pas adaptée à une économie où la donnée est la ressource première, car c'est exactement ça dont on parle. La donnée est la ressource première de notre économie. Si les géants ont disrupté l'économie, alors les États doivent disrupter la fiscalité, je le répète. On doit penser numérique, on doit partir d'une feuille blanche. Le 21e siècle, ben, vous savez quoi? Comme dans le temps, là, on a déjà notre or. Et c'est plus le pétrole. On a souvent parlé du pétrole comme l'or noir. C'est maintenant la donnée. Puis qu'on se le dise haut et fort, qu'on le martèle sur toutes les tribunes. Tant qu'on tentera de forcer l'économie numérique à rentrer dans des vieilles règles fiscales, on va échouer. Il faut changer le paradigme. Il faut penser comme un géant du numérique, repartir d'une feuille blanche, écrire un modèle fiscal taillé sur mesure pour l'économie numérique. Elle n'est pas, cette économie numérique, qu'une simple extension de l'économie traditionnelle. Elle est radicalement différente. Elle exige donc des règles inédites. Et pour ce faire, il faut essayer de regarder les choses sous un autre angle et de considérer de nouvelles vérités comme on le fait. Si la donnée peut être vue comme le nouvel or noir, pardon, comme si elle est désormais le nouveau dollar. Puis, pensez-y bien, c'est pas fou de la comparer au fait qu'elle est peut-être le nouveau dollar. Euh, la donnée, pour moi, est une véritable unité de valeur pour notre économie numérique. Si vous regardez, c'est quoi les attributions ou les attributs, pardon, du dollar ou d'une monnaie de façon générale? Une monnaie, ça circule, OK? La donnée aussi circule. Une monnaie, ça s'échange. La donnée s'échange. Une monnaie, c'est comptabilisé. La donnée aussi est comptabilisée. La monnaie sert de base à des fortunes colossales. Les données aussi servent de base aujourd'hui à des fortunes colossales. On n'arrête pas de parler des milliardaires de l'intelligence artificielle, mais c'est la donnée qui leur permet ça. Donc pour moi, c'est la base logique d'une nouvelle assiette fiscale. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire qu'on pourrait, je vous donne quelques exemples, taxer le volume de données collectées. Puis là, on s'entend que je reçois quand même beaucoup de critiques de la part des économistes et des fiscalistes qui me disent Stéphane, c'est juste impossible. Ce que tu proposes, ça marche comme pas, c'est pas logique, techniquement, c'est pas faisable, etc. Puis c'est tant mieux qu'ils me critiquent là-dessus, parce que ça veut dire qu'au moins ils se projettent, puis que
Ça veut dire vraiment qu'il faut repartir d'une feuille blanche parce que nos fiscalistes et nos économistes réfléchissent avec une logique du passé au lieu de réfléchir avec une logique du futur. Donc, je reviens sur mes exemples. Donc, on pourrait taxer le volume, pardon, des données collectées. Plus une entreprise collecte de données, plus elle exploite une ressource qui a une valeur collective. Taxer le volume, c'est comme taxer une matière première. Plus on a l'extrait, plus on doit contribuer. On pourrait aussi taxer le trafic de données, celui qui passe à travers les câbles sous-marins ou les infrastructures infonuagiques. Aujourd'hui, on taxe les marchandises qui traversent les frontières. Pourquoi pas appliquer la même logique aux flux de données qui transitent par les câbles sous-marins et les serveurs? Chaque gigaoctet qui circule est une transaction économique. On pourrait aussi instaurer des droits de licence pour l'utilisation des données personnelles. Les données personnelles sont pour moi comparables à des ressources, je sais pas, culturelles ou naturelles. Leur exploitation commerciale devrait donc être soumise à une forme de licence, comme on paie un droit pour extraire du pétrole ou pour diffuser une œuvre musicale. On pourrait aussi créer des crédits d'impôt pour les organisations qui adaptent des pratiques vertueuses comme la frugalité en termes de données, la protection de celle-ci, la transparence en son utilisation. Dieu sait que pour l'instant, c'est pas mal des boîtes noires. On sait que la donnée est surcollectée, stockée à outrance et on gaspille énormément d'énergie, puis on n'a pas besoin, honnêtement, de toute cette donnée. Alors, offrir des crédits d'impôt aux organismes qui limitent leur collecte, qui protègent mieux les données et qui sont totalement transparents quant à leur utilisation, ben, ce serait encourager un usage plus durable puis plus éthique. Et donc, c'est ça. Bien souvent, on me répond que ce sont des utopies où on y va de façon un peu moins élégante, puis on me dit que c'est juste impossible, que je suis cinglé. C'est peut-être vrai, mais si personne n'ouvre ce débat d'idées, si personne ne tente de réfléchir autrement, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui, ben, est-ce que ça signifie qu'on doit alors se résigner? Pour moi, les données sont des leviers réels qui sont applicables, qui génèrent des revenus substantiels, puis qui pourraient aussi générer des impacts positifs très concrets. Mais non, aujourd'hui, on sait qu'un centre de données consomme autant d'électricité qu'une ville de 100 000 habitants, ben, on taxe personne en lien avec la donnée. C'est une hérésie, si vous voulez mon avis, car au-delà d'apporter des bénéfices financiers majeurs, taxer la donnée pourrait également apporter des bénéfices collatéraux majeurs. Pensez au côté environnemental, limiter la surcollecte de données, ralentir la croissance incontrôlée des centres de données énergivores. C'est pas à vous que je vais apprendre que ça peut avoir un impact positif. Aujourd'hui, les géants du numérique surcollectent et stockent des quantités mais astronomiques de données, ce qui entraîne une explosion du nombre de centres de données toujours un peu plus grand et une consommation énergétique toujours un peu plus colossale. En rendant fiscalement coûteuse cette surcollecte, il me semble qu'on inciterait les entreprises à limiter leur excès et ainsi réduire leur empreinte carbone. Même chose du côté social. L'inclusion numérique et la réduction de la fracture numérique pourraient créer un impact positif, il me semble. La fiscalité de la donnée pourrait financer cette inclusion numérique, pourrait financer l'accès équitable aux technologies et à la réduction de la fracture numérique, comme les impôts sur le revenu ont financé dans le temps la démocratisation de l'éducation au XXe siècle. Une taxe sur la donnée pourrait financer la démocratisation du numérique au XXIe siècle. Et sans oublier le volet économique, car rétablir une concurrence plus équitable entre nos PME locales et les géants mondiaux, c'est aussi ça permettre d'avoir un impact, ça permettrait, pardon, aussi d'avoir un impact positif. En ce moment, les PME québécoises et canadiennes se battent avec un désavantage structurel face aux géants. Ces derniers profitent de modèles fiscaux super optimisés pour eux qui leur permettent de payer très peu d'impôts. C'est pas vrai pour nos PME ici. Donc, une fiscalité de la donnée rééquilibrerait la concurrence, redonnerait de l'air à nos entreprises locales en mettant tout le monde sur un pied d'égalité d'un point de vue de l'imposition. Le message clé que j'essaye de faire passer ici, c'est que les géants du numérique ont bâti des empires parce qu'ils ont osé inventer des modèles complètement nouveaux, alors que nos États, eux, restent prisonniers aujourd'hui de logiques fiscales conçues pour un autre siècle. Si les géants du numérique ont su penser différemment, pourquoi nos fiscalistes n'auraient-ils pas ce même droit? Il faut cesser de bricoler, puis bricoler est le bon verbe,
des règles complètement dépassées, puis commencer à créer avec la même audace une fiscalité qui soit adaptée à l'ère du numérique. Tant que les États, tant que les États, pardon, resteront à la traîne, le déséquilibre s'accentuera. Et il est temps d'arrêter de courir derrière les géants et de jouer à armes égales, si vous voulez mon avis, en innovant fiscalement comme eux innovent technologiquement parlant. Donc, il est temps, quant à moi, de commencer à exiger un partage équitable de la valeur. Parce que l'impôt, c'est pas qu'un chiffre sur une déclaration. C'est un contrat qui nous unit en société. C'est lui qui finance nos écoles, nos hôpitaux, nos routes. Elles en ont besoin. Quand les géants du numérique captent toute la valeur et contribuent presque pas, puis je suis gentil quand je dis presque pas, parce qu'ils contribuent pas en tout, c'est la collectivité qui paye la différence. Les services publics s'affaiblissent, les inégalités, elles, se creusent. À chaque grande révolution économique, l'impôt a évolué pour maintenir la cohésion sociale. J'en ai parlé tantôt. Si on rate ce rendez-vous présentement avec l'économie numérique, on met en danger ce pacte social. La fiscalité de la donnée n'est pas une option technique, c'est une nécessité démocratique et sociale. On pourrait croire que ce sont des idées théoriques, on me le fait croire, pardon, mais les calculs montrent clairement le contraire. Ces nouveaux modèles fiscaux pourraient apporter des sommes colossales, considérables. Bon, je suis pas fiscaliste, donc j'ai des chiffres pour vous, mais j'ai demandé à l'intelligence artificielle générative de me sortir des calculs, de me sortir, pardon, des calculs. Maintenant, c'est peut-être des hallucinations, là, on sait qu'elle en a de temps en temps, mais mon petit doigt me dit que c'est peut-être pas non plus des hallucinations, pardon. On n'est peut-être pas non plus dans ces chiffres-là, mais on ne doit pas être si loin. Donc, j'ai demandé une taxe progressive sur la collecte de données pourrait rapporter combien? Puis l'IA me disait, ben, selon les calculs fiscaux, ça pourrait rapporter 400 millions de dollars US par an. Une taxe sur l'utilisation des infrastructures numériques, plus de 4 milliards. Un prélèvement sur le trafic de données, 19 milliards. Des droits de licence sur nos données personnelles, 35 milliards. C'est pas des petits ajustements, on parle de dizaines de milliards. C'est peut-être moins que ça, mais on parle quand même de dizaines de milliards de dollars qui, je le répète, pourraient financer nos hôpitaux, nos écoles et nos infrastructures. Et en fiscalité de la donnée, les ordres de grandeur sont à la hauteur des géants qu'elles ciblent. Donc là, on arrive à plus de 60 milliards de dollars, puis c'est ce que la fiscalité de la donnée pourrait rapporter. Et ça, ben, c'est monétairement. Parce que maintenant, si chaque clic créait un peu de justice sociale, pensez-y. Donc, moi, ce que je propose au final dans mon livre, c'est de partir un débat de société, une réflexion. C'est de regarder comment est-ce qu'on peut transformer nos clics qu'on fait tous au quotidien en biens communs pour que chacun d'entre eux, de nos clics, puisse enrichir non seulement une entreprise, mais aussi la société. Nos clics valent du cash. La question est, à qui profite ce cash? Ce qui m'amène à la dernière réflexion de mon propos pour aujourd'hui. À qui appartiendra demain si on se laisse faire aujourd'hui? Merci tout le monde. Le code barre que vous voyez à l'écran, c'est pour commander mon livre sur leslibraires.ca. Merci beaucoup. Stéphane, merci beaucoup. Merci pour cette réflexion. J'ai pas de questions à court terme. Moi, j'en ai une pour toi. Je Dans m'en ton doutais. livre, tu proposes différentes solutions, mais tu sembles plus t'adresser à des fiscalistes, des gens qui peuvent avoir cet impact-là. Comment quelqu'un qui travaille dans les technologies de l'information aujourd'hui pourrait avoir un impact? Si j'ai écrit un billet là-dessus récemment d'ailleurs, c'est une question qui me revient assez souvent. C'est ouais, Stéphane, tu sais, tu critiques beaucoup la data, etc., l'utilisation qu'on en fait ou la surcollecte, mais tu travailles quand même pour une firme qui est spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est très data. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, il y a des moyens d'optimiser. En fait, la première chose qu'il faut se faire, c'est, je vais reprendre la meilleure et la plus célèbre citation de Pierre-Yves McSween, se poser la question, il collecte beaucoup sur la donnée comportementale. Mais on s'entend qu'il collecte la donnée comportementale dans
un seul objectif, un seul et unique objectif, c'est d'influencer notre comportement de consommateur. Il faut vraiment se poser la question si, tu sais, les entreprises qui font beaucoup de marketing, de ciblage, etc., jusqu'où elle est la limite pour influencer une décision. Tu sais, à un moment donné, il faut faire une balance entre l'impact que ça va avoir d'un point de vue de la société, puis le gain que ton entreprise peut créer. Donc, au jour le jour, une personne au sein de son entreprise ou dans sa vie, là, quotidien, ben, est-ce que c'est vraiment utile de passer 2 heures à scroller TikTok, là, entre toi et moi? Puis je vais reprendre, je vais continuer avec TikTok. Quand TikTok est arrivé sur le marché, ici en Amérique du Nord, j'ai fait comme tout le monde, je me suis ouvert un compte. Puis tu sais quoi? Je l'ai fermé après 1 heure. Parce que je m'étais même pas aperçu que ça faisait 1 heure que j'étais sur mon cellulaire. Puis là, je me suis dit, holy shit, non, c'est pas possible. Ils ont capté mon attention, mais honnêtement, là, c'est puissant. C'est technologiquement parlant, ça, c'est quasiment admirable, l'algorithme de TikTok. Mais en avais-je vraiment besoin? Puis je pense que c'est ça la question qu'il faut que tout le monde se pose. Et ces mêmes personnes-là qui travaillent dans les technologies de l'information qui sont autour de la table sont aussi des citoyens. Qu'est-ce que tu leur proposes si tu avais à leur proposer une action? La révolution. C'est même pas une joke. Moi, je propose quasiment une révolution. C'est- on est passé de la monarchie à la démocratie en 1789 avec une révolution. Euh, je veux pas que ce soit une révolution violente, mais je veux sincèrement. Mais tu sais quoi, c'est en train d'arriver, je pense, OK? Quand je parle de révolution, je parle de conscientisation. De plus en plus de personnes, tout est né avec le scandale Cambridge Analytica. Ok. Tout est né avec l'arrivée au pouvoir la première fois de Donald Trump en 2016. Et tout est né avec la sortie du Royaume-Uni, le Brexit, là, la sortie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que c'est Cambridge Analytica qui, en aspirant les données des citoyens, avait réussi à influencer des élections ou un choix de société. Puis je pense qu'il y a eu une énorme prise de conscience qui s'est faite là, à ce moment-là, et ça ne fait que augmenter cette prise de conscience-là. Donc, quand je parle de révolution, j'aimerais vraiment que 99% de la planète, des citoyens de planète Terre, réalisent à quel point leurs données sont utilisées pour les influencer eux-mêmes, puis se disent, temps mort, un instant, c'est pas vrai. Tu veux utiliser ma donnée? Fine, je vais te la donner, ma donnée. Paye-moi. Paye l'État pour lequel moi je paye des impôts. C'est pas vrai que tu vas tout capter en termes de valeur puis tu vas rien redonner. Puis moi, c'est ça, là. Les citoyens, il faut appeler à cette révolution-là de dire, si tu génères de la valeur grâce à la captation de mes données, ben, tu redonnes une partie de cette valeur-là à la société dans laquelle moi je vis. J'ai un dernier volet, une autre question qui compléterait celle-là. Tu proposes la révolution, mais si quelqu'un est un étudiant, quelqu'un qui est en train de se former justement Ouais, dans le domaine des technologies de l'information, qu'est-ce que tu lui proposerais? Oui, tu as ton livre, mais qu'est-ce que tu lui proposerais comme réflexion, comme lecture, comme moi je lis fréquemment les billets que tu fais pour mon carnet. Je vais te dire j'ai de la difficulté avec la dernière partie de son nom, mais c'est quelque chose qui est très pertinent. Mais qu'est-ce que tu proposerais comme lecture ou comment se garder au fait pour quelqu'un qui est dans les technologies de l'information ou dans les SEO, des systèmes d'information organisationnels? difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a vraiment un choix très diversifié. C'est sûr que je me rappelle plus le nom de l'autrice de ce livre-là sur le capitalisme de l'économie de l'attention. Si tu me l'envoies après, je le ferai Je pourrais parvenir aux gens. Oui, l'envoyer, sans OK? problème. Beaucoup de livres écrits par Gilles Babinet. Gilles Babinet, c'est le champion numérique, champion digital, comme il l'appelle en Europe. C'est ça, au niveau de la communauté européenne, c'est leur champion numérique. Il écrit énormément de livres, comme du style L'État plateforme, qui sont des livres extrêmement Ah oui? intéressants à lire, pardon. Euh, Champ gauche complètement, mais un Olivier Barbeau, avec le docteur Laurent Alexandre, qui viennent d'écrire un livre qui, tout simplement, très provocateur, qui
étudier ne sert plus à rien. Arrêtez vos études maintenant. Je me rappelle plus du Mhm. titre précis. Mais c'est intéressant d'aller chercher aussi des points de vue très extrêmes parce que ça te ramène aussi à quelque part un esprit critique par rapport à ça. Ça t'amène aussi une vue ou une ouverture d'esprit intéressante. Moi, ce que je proposerais aux étudiants, c'est de s'intéresser dès maintenant au quantique. Parce que oui, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou qu'elle soit en termes de recherche opérationnelle. Mais demain, ça va être le quantique. Donc, intéressez-vous tout de suite au quantique parce que, d'un point de vue consommation de données, ça aussi, c'est assez énorme. Consommation énergétique, puis possibilité extrême, ça va beaucoup plus loin que ce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui capable de faire. Donc, quantique. J'ai deux questions qui se sont ajoutées, puis je pense qu'après ça, on va pouvoir conclure. Selon vous, est-ce que pour faire bouger une société et ses élus, ça ne prendrait pas une fuite majeure de leurs données et de leurs utilisations non approuvées par ces mêmes dirigeants? Donc, ça rejoint un peu peut-être ta question sur la révolution. Je l'ai trouvé drôle et Ben, sympathique. la réponse est oui. Tu sais, je vais encore faire un parallèle un peu boiteux probablement, mais dans une ville ou sur une route, là, tant que tu n'as pas un ou deux accidents mortels, là, on ne corrige pas la courbe, on ne corrige pas le carrefour. On fait rien, on attend. Puis dès qu'il y a un mort, oups, on se dit, il y a peut-être un danger à ce carrefour-là, il faudrait peut-être qu'on regarde quelque chose. Puis dès qu'il y a le deuxième mort, oh my God, OK, il faut agir. C'est le même principe. Donc oui, la réponse, une fuite massive. Oui, ça serait dommageable quand même. Puis je voudrais pas qu'on attende jusque-là, mais ça serait un élément déclencheur. Oui, fantastique. Scoop, j'ai fini l'écriture de mon deuxième livre. OK? Puis mon deuxième livre est toujours sur le numérique, la technologie, l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment un tout autre angle que j'ai pris. J'ai écrit comme des épisodes à la Black Mirror. Et justement, pardon, d'actualité réelle, puis je regarde qu'est-ce que la technologie pourrait faire pour faire exploser dans le mauvais sens, dans le sens dystopique, bien évidemment, cette actualité-là. Et ma dernière histoire est sur la volonté du monsieur Orange, qui est à notre sud de la frontière, de vouloir faire du Canada son 51e État. Il l'a répété à qui voulait l'entendre. Ben moi, je suis parti de cette actualité-là, puis j'ai dit, est-ce que la technologie peut l'aider? La réponse est oui. Puis si vous voulez savoir comment, il va falloir acheter mon livre quand il sortira. Puis la dernière question, tu vois, il y a une petite twist à l'intérieur qui est intéressant. En complément aux questions déjà posées, comment les gens de gouvernance des technologies de l'information peuvent-ils influencer pour amorcer la révolution fiscale proposée? Donc, on s'adresse vraiment Ouais. du côté, pas seulement de la gestion ou de l'impact de l'influence, mais vraiment de la gouvernance. Ben, je pense qu'ils peuvent influencer à travers tous les mécanismes de transparence. On sait qu'aujourd'hui, les algorithmes euh, qu'utilisent les géants du numérique sont très opaques. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font avec, on ne sait pas c'est vraiment quoi les règles, on ne sait pas c'est quoi les réels objectifs, mis à part de remplir la poche des actionnaires de ces entreprises-là, ce qui est une raison comme une autre. Je pense qu'en termes de gouvernance des technologies de l'information, quand on pense à l'usage des données, ben, c'est toute la transparence. Qu'est-ce qu'on va faire de vos données? Où est-ce qu'elles vont être stockées? Pourquoi est-ce qu'on les a stockées? Pourquoi est-ce qu'on les a captées? Puis qu'est-ce qu'on a stocké comme type de données chez vous? Est-ce que c'est de la donnée comportementale, générale, personnelle, sensible, etc. Puis d'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse. Ça, je ne l'ai pas évoqué dans le webinaire, mais je l'ai évoqué dans mon livre. Quand on parle de niveau de données, on pourrait aussi parler de niveau de taxation ou niveau d'impôt. Tu sais. Quand tu fais un certain salaire, tu payes un taux d'imposition. Quand tu fais un autre niveau de salaire beaucoup plus bas, tu n'en payes pas d'impôt. Mais quand tu fais des salaires les plus élevés, c'est là que tu as un taux d'imposition le plus élevé. On pourrait appliquer le même genre de logique avec la donnée. C'est une donnée générale. OK, il y a un taux d'imposition, mais la donnée sensible, vraiment sensible, c'est sur ta santé, sur tes orientations religieuses, orientations sexuelles, etc. Ça, là, si les géants du numérique veulent vraiment avoir cette donnée-là, ben, ils payent un niveau d'imposition beaucoup plus élevé. Parce que, sérieux, il faut qu'ils se posent la question, en as-tu vraiment besoin? Donc, Ben, gouvernance, c'est transparence pour moi, principalement sur la data. très éclairant. Oui, bon, vas-y. Dernière petite chose pour compléter la réponse, ça vient de me popper, la réversibilité.
Qu'est-ce que tu entends par là? La réversibilité des décisions. C'est si on bâtit un algorithme, puis on explique en toute transparence, etc., le pourquoi, qu'est-ce qu'on fait de la donnée, quelles données on capte, etc., puis qu'on s'aperçoit que finalement, ben, ça n'a pas l'impact positif qu'on souhaitait ou on se le fait reprocher, ben, il faut pouvoir avoir des mécanismes de réversibilité, revenir en arrière et corriger certains biais, par exemple, ou certaines notions d'éthique.